Il est... Le midi, c'est le midi. Il est 11h30. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires, édition spéciale sur Public Sénat et les chaînes parlementaires consacrées bien sûr aux suites de l'attentat qui a frappé hier Charlie Hebdo, alors que le président de la République, François Hollande, a déclaré ce jeudi journée de deuil national. Une minute sera respectée partout en France à midi. Nous suivrons en direct cette minute de silence depuis le Parlement, depuis la salle des conférences de l'Assemblée du Sénat et depuis l'Assemblée nationale. Et nous suivrons bien sûr tout ce qui se passe en direct dans l'heure à venir, alors que vous le voyez sur ces images. Dès 8h30 ce matin, François Hollande a convoqué une nouvelle réunion de crise à l'Elysée. Et puis à 9h30, le chef de l'État a reçu le président de l'UMP et ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. François Hollande qui entame des consultations avec tous les chefs de parti. Et pour commenter cette matinée avec nous en plateau, Denis Jambard, éditorialiste politique. Bonjour Denis. Et notre chroniqueur politique, Michael Zanès. Bonjour Michael. Bonjour. Alors François Hollande a déclaré ce jeudi jour de deuil national. C'est un moment fort, un moment rare, Michael. Oui, 3 jours de deuil national, c'est très rare en France. C'est la 5e ou la 6e fois que cela a lieu. La dernière fois, c'était à l'occasion de la tuerie de Toulouse avec Mohamed Merah, bien sûr. Avant ça, il y avait eu le 11 septembre. Mais souvent, en France, quand il y a un deuil national, c'est pour un président de la République quand il décède. Donc, on se rappelle évidemment de François Mitterrand, par exemple. Et c'est quelque chose de rare, quelque chose de fort, qui est là aussi pour ressouder la nation. La nation qui en a vraiment besoin, parce qu'on a l'impression d'avoir un moment de folie collective depuis hier. Et la nation a vraiment besoin de cette unité nationale qui a été décrétée par le président de la République. Denis Jambard, c'est un moment très fort, un moment très symbolique. Je partage complètement le point de vue de Michael. Il faut dire que l'événement est considérable et je suis frappé d'ailleurs par sa répercussion mondiale. Les messages arrivent de tous les pays. Je veux dire, on a l'impression que vraiment ça a recouvert la planète. Pourquoi ? Je pense naturellement à toutes les victimes, aux policiers et tout, mais c'est une idée de la liberté, je pense, qui a été atteinte hier. Je crois qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire d'un massacre pareil, d'une collectivité de journalistes, tous réunis, qui incarnait, à mon avis, plus que tout autre d'ailleurs, cette liberté, puisque par la caricature, la satire, ils avaient une sorte de liberté joyeuse et débridée, au fond, ce qu'il y a de plus beau dans la liberté. Et je pense que c'est comme une onde qui parcourt le monde et qui justifie aujourd'hui, en effet, ces 3 jours de deuil national décrétés par le président de la République. Bien nécessaire, parce que si on a eu une réaction hier soir d'unité, on voit bien depuis cette nuit et ce matin que bien des choses peuvent encore se passer dans ce pays. Alors, Denis, on est tout juste 24 heures après l'attentat qui a frappé hier Charlie Hebdo, puisque c'est à 11h30 que 2 hommes sont entrés dans les locaux de Charlie Hebdo. Et 24 heures après, ces 2 suspects sont toujours en fuite. Alors, ces 2 suspects ont été identifiés. La préfecture de police de Paris a diffusé leurs photos, leurs noms, Saïd et Chérif Kouachi, qui sont toujours en fuite. Alors, selon les dernières informations à prendre, bien sûr avec beaucoup de précautions, les 2 suspects ont été localisés il y a quelques minutes dans l'Aisne et seraient lourdement armés. Information à prendre bien sûr avec beaucoup de pincettes. Et la préfecture de police de Paris a donné un numéro vert pour tout témoignage, toute personne qui aurait des informations sur ces 2 suspects, donc Saïd et Chérif Kouachi. Numéro vert 08 05 02 17 17. Et nous sommes en ligne avec Laurent Davenas. Je ne sais pas si vous m'entendez, Laurent Davenas. Bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour, ancien procureur, ancien magistrat. Alors, je le disais à l'instant, on a les noms, les photos de ces 2 suspects et pourtant, 24 heures après, on ne les a toujours pas retrouvés. Combien de temps cette traque peut durer ? Cette traque, faut pas être impatient, il faut laisser travailler les services de renseignement et la police judiciaire de Paris, parce que derrière, il va falloir bâtir une procédure judiciaire irréprochable pour les faire condamner.
Moi, cet événement dramatique me renvoie à plusieurs années en arrière, hein, lorsque j'étais chef de la section criminelle et qu'on a dû faire face à la première grande série d'attentats. Ce qui change à l'époque, c'est que les attentats, on utilisait des explosifs, des bombes. Alors que là, c'est beaucoup plus dangereux et insaisissable pour les services d'enquête et de sécurité, parce que deux individus lourdement armés pénètrent dans un local, tirent et partent. Donc c'est tout à fait imprévisible. Ce sont des organisations, notamment à Paris, pas structurées, donc ça va être très compliqué. Quand vous dites, ça me ramène plusieurs années en arrière, vous étiez en fonction lors de l'attentat de la rue des Rosiers. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre ces deux attentats? Absolument. Des individus, 3 ou 4 individus lourdement armés sont rentrés dans le restaurant, ont rafalé, après sont repartis. Les services de renseignement ont eu une idée. Hein. Il y a eu dans cette affaire une vérité policière qui malheureusement n'a jamais pu déboucher sur une vérité judiciaire. Alors, on apprend à l'instant, je le disais, qu'a priori, les deux suspects auraient été repérés dans l'Aisne. Est-ce que le plus dur est fait? Est-ce qu'on peut s'attendre à une arrestation dans les minutes à venir? Ce qui est un peu gênant, c'est qu'ils doivent avoir la radio dans leur voiture et qu'ils savent qu'ils ont été repérés là. Donc, ces informations en continu, notamment sur les chaînes d'infos en continu, c'est un peu catastrophique pour l'enquête, je trouve. Est-ce que pour vous, justement, le fait que les chaînes d'information en continu, que les médias diffusent en permanence les informations sur cette traque, c'est de nature à gêner l'enquête et éventuellement à retarder l'arrestation de ces suspects? Tout à fait, ça peut gêner l'enquête et ça peut contribuer à la création d'une psychose dans l'opinion publique. On l'a vu hier, l'attentat à Charlie Hebdo, ce matin une fusillade à Montrouge. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres fusillades malheureusement dans les heures à venir? Ça, on peut imaginer qu'a commencé une campagne de déstabilisation de l'État français, mais ça, l'avenir le dira. Enfin, moi, en tous les cas, on peut faire confiance aux services de police et de gendarmerie pour essayer de les éviter. Merci beaucoup, merci pour votre éclairage et pour votre témoignage, Laurent Davnas. Merci d'avoir été en direct avec nous. Alors, je vous le disais, ce matin, une autre fusillade a eu lieu à Montrouge, faisant un mort, une policière qui est décédée il y a quelques minutes. Alors, là aussi, un peu d'informations. Faustine de Saint-Geniès, bonjour, vous êtes en direct avec nous. Quelles sont les dernières informations dont on dispose sur cette fusillade à Montrouge ? Eh bien, le principal suspect est toujours en fuite. Certains témoins disent qu'ils l'ont vu se diriger à pied vers la station de métro Châtillon-Montrouge. D'autres disent qu'il se serait réfugié dans le hall d'un immeuble à Montrouge. Donc là encore, il peut être partout. Prudence donc. Un autre suspect a été interpellé, mais il est trop tôt pour dire s'il était le deuxième occupant de la voiture. Et il est également trop tôt pour faire un lien entre cette fusillade et le drame qui a eu lieu hier au siège de Charlie Hebdo. Le principal suspect, donc le tireur, toujours en fuite, a mortellement blessé une policière, vous le disiez, une femme de 25 ans. Tout a commencé ce matin par une banale altercation, un accrochage avec une Clio grise. C'était un contrôle de police de routine, mais les deux occupants de cette Clio qui ont eu un accrochage à 7h15 ce matin à Montrouge, à hauteur du 91 avenue Pierre Brossolette, eh bien ces deux occupants étaient lourdement armés. Ils ont fait feu, a priori 3 coups de feu sur les deux policiers municipaux qui venaient les contrôler. Je vous l'ai dit, la policière est décédée, elle avait 25 ans. La voiture, la Clio grise, avait été préalablement dérobée sous la menace d'une arme à une conductrice. Le principal suspect est toujours en fuite. À l'heure actuelle, on a très peu d'informations sur sa localisation. Et une autre question reste soulevée. Que faisaient ces deux hommes à cet endroit précis ce matin à 8h15 du matin ? Merci beaucoup, Faustine Saint-Geniès. On vous retrouve bien sûr dès que nous avons plus d'informations sur cette fusillade de Montrouge. Alors, on le disait, Michael Denis, les deux suspects de l'attentat de Charlie Hebdo visiblement repérés. Finalement, l'enquête avance, Michael. Elle avance peut-être un petit peu plus vite, et tant mieux, que ce que pouvaient espérer hier les policiers avec qui on parlait. C'est plutôt une bonne chose. Alors, ils ont l'air
vraiment déterminés, parce que s'ils sont armés, visiblement, si on apprend selon les réseaux sociaux, qu'ils étaient en direction de Paris, qu'ils auraient braqué une station-service sur leur retour sur Paris, peut-être qu'ils avaient projeté d'autres choses encore sur Paris, en espérant qu'il y ait un dénouement positif dans la journée, évidemment, avec la police qui, aujourd'hui, avec ses moyens, pourrait normalement avoir cette arrestation dans la journée. L'une des difficultés que rencontrent les policiers, c'est en effet cette information sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut donner une information en continu, à la fois elle a une utilité et en même temps, c'est vrai que, comme le disait M. Davenas, eux-mêmes peuvent être informés sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est vrai on se souvient que c'était le cas lors de l'affaire Mohamed Merah, qui regardait en direct sa traque sur les chaînes d'information en continu. Ça pose une question de responsabilité des médias. C'est pas une question que j'aime beaucoup poser d'ailleurs, mais c'est vrai. Manuel ce matin, dans son allocution, a dit il en appelle aux médias pour faire preuve de vigilance et de faire attention à ce que l'on racontait sur les médias, parce qu'effectivement, il est de sa responsabilité de le dire, et je pense qu'il y a une nécessité de prise de prudence, quoi. La course au scoop, à mon avis, là, est un peu inutile. L'essentiel, c'est l'efficacité de la police. Et moi, d'ailleurs, je pense, j'ai entendu quelques critiques ce matin, je pense que la police fait le maximum de ce qu'elle peut faire. Et je trouve que Manuel Valls a eu raison ce matin de rappeler qu'il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro, et on risque d'avoir, comme souvent dans ce type d'attentat, ce qu'on appelle en matière de tremblement de terre, des répliques. Et peut-être que ce qui s'est passé ce matin à Montrouge en est déjà une. Donc c'est l'un des objectifs poursuivis, à mon avis, par ces deux hommes, ou par ces hommes qui ont commis cet horrible massacre hier. C'est la volonté de déstabiliser la société française. Mais vous le disiez, Denis, Manuel Valls a dit ce matin qu'il n'y avait pas de risque zéro, mais il a dit que les suspects étaient connus des services de police, qu'ils étaient repérés, et pourtant ils ont pu agir. Est-ce que ça ne risque pas de créer une psychose en France, ce genre de déclaration ? Je ne crois pas que il y a une volonté à la fois de rassurer, de dire qu'il y a un dispositif policier qui est relativement efficace, et je pense que le pouvoir dit la vérité quand il dit qu'il a déjoué un certain nombre d'attentats avant ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, il me semble que François Hollande l'avait d'ailleurs rappelé au moment de ses vœux, qu'en effet il y a des menaces et qu'un certain nombre de choses ne se sont pas produites. Mais c'est vrai que ces formes sont tellement nouvelles ce sont non pas des loups solitaires en l'occurrence, mais un nouveau fonctionnement du terrorisme international, qui est d'ailleurs une guerre, il faut dire le mot, c'est une guerre, c'est un acte de guerre qui a été commis hier, que eh bien, ça devient extrêmement compliqué pour la police. Je ne vois d'ailleurs pas très bien la différence, contrairement au procureur Davenas, avec ce qui s'est passé éventuellement dans les années 80. J'ai vécu en direct, malheureusement, l'attentat de la rue de Rennes. C'est une bombe qui a été déposée par une voiture en passant dans une poubelle, et ça a été un carnage devant le journal auquel j'appartenais à l'époque, qui était le Point. Et donc, je crois que aujourd'hui, en effet, il y a une multiplication des moyens, mais la menace, elle ressemble beaucoup à celle qui existait à cette époque-là aussi. Alors, on le voit sur ces images en direct de la salle des conférences du Sénat, l'ancien président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui est présent pour cet hommage que va rendre le Sénat, comme toute la France, à midi, 7 minutes de silence. Jean-Pierre Bel en compagnie de Nicole Bricq, sénatrice socialiste et ancienne ministre. La présence de Jean-Pierre Bel, Michael, c'est symbolique, c'est vraiment l'union nationale. On appelle à tout le monde. François Hollande a appelé Nicolas Sarkozy, qui lui-même, François Hollande a appelé aussi à Marine Le Pen. Au Sénat, on rappelle les anciens présidents aussi. Jean-Pierre Bel est parti il y a quelques mois maintenant. L'unité nationale, c'est de tendre la main aux différents partis politiques. Le Sénat a l'habitude aussi de cette pratique de se tendre la main et de discuter avec tout le monde. Et donc, du coup, il était presque nécessaire que Jean-Pierre Bel soit présent aujourd'hui auprès de Gérard Larcher, le nouveau président du Sénat. On ne doute pas, évidemment, un seul instant de cette unité ici au Sénat, comme il peut y avoir aussi à l'Assemblée nationale, bien entendu. Et on va retrouver en direct de la salle des conférences du Sénat Delphine Girard. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes salle des conférences, vous allez suivre pour nous cet hommage du Sénat. Quelle va être la forme de cet hommage ?
Oui, effectivement, Oriane, hein, alors comme vous pouvez le voir peut-être derrière moi, eh bien, la salle des conférences n'est pas encore tout à fait remplie. Les sénateurs vont arriver petit à petit. Gérard Larcher eh bien, a tenu, comme partout en France, on le disait, en cette journée de deuil national, à rassembler tous les sénateurs, mais aussi l'ensemble des fonctionnaires du Sénat pour observer cette minute de silence à partir de midi. Il a également convié eh bien, les journalistes qui couvrent le Parlement à être également présents dans cette salle des conférences, ce lieu emblématique du Sénat. Une minute de silence sera donc observée pour rendre hommage aux 12 victimes de cette attentat sanglant perpétré hier à la rédaction de Charlie Hebdo. Le président du Sénat s'exprimera ensuite, une allocution brève. Il faut dire que Gérard Larcher était un des premiers également sur place, après François Hollande et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il a parlé bien de cette atteinte au bien le plus précieux des Français, à savoir la liberté de la presse. Et puis, vous l'avez souligné, Oriane, on l'a vu en direct sur nos images, la présence de l'ancien président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, qui était proche, souvenez-vous également, de l'économiste Bernard Marie, qui a perdu également la vie hier. Merci beaucoup Delphine et on vous retrouve bien sûr à partir de midi pour suivre en direct cet hommage du Sénat. Alors, on le disait, François Hollande ce matin, dès 8h30, a tenu une nouvelle réunion de crise à l'Elysée. Vous le voyez sur ces images, réunion de crise avec le Premier ministre Manuel Valls, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius était également présent, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, alors que nous sommes en même temps en direct de la préfecture de police où Bernard Cazeneuve était il y a quelques minutes et François Hollande, voilà, que vous voyez aussi sur ces images. Alors, Denis, on le disait déjà hier, François Hollande au cœur du dispositif, François Hollande, incarnation de cette unité nationale. Oui, incarnation de l'unité nationale, et en même temps, je pense que on a vu que cette unité se manifestait spontanément dans les rues, mais je crois qu'elle ne doit pas empêcher de nommer les choses. L'une des erreurs de cette unité nationale serait de ne pas nommer les choses et de laisser nommer les choses par des partis extrêmes. Je pense notamment au Front National. C'est un attentat commis par des islamistes radicaux. On le sait. Il faut le dire. Et il ne faut pas le taire et ne pas laisser récupérer cette affaire-là par des gens qui, eux, voudraient contribuer. Pourquoi personne ne le dit, Denis? Eh bien, Pourquoi personne n'a employé le mot d'islamisme radical, excepté Marine Le Pen? Vous savez, ça me renvoie à ce qui s'est passé et que j'ai vécu de très près au moment de l'affaire des caricatures. C'est dur d'être aimé par des cons. La fameuse couverture, c'était pas une dénonciation de l'islam, c'était une dénonciation de l'islam radical. C'était même une interpellation des musulmans pour dire regardez ce qu'on est en train de faire avec votre religion. Eh bien, je crois que c'est ce qu'il faut redire aujourd'hui. À l'époque, Charlie Hebdo a mené un combat très solitaire. Je dois dire que je les ai accompagnés, je dirigeais l'Express et j'ai engagé le journal dans ce combat-là. Vous avez également publié les caricatures. Nous avons publié les caricatures, voilà. Et nous les avons accompagnés pendant le procès et après pendant le film. Mais je pense qu'il faut tirer les leçons de ce moment-là, quoi. Il faut nommer les choses et je ne comprendrai pas que les responsables politiques se taisent et ne les nomment pas, avec la crainte, en effet, de stigmatiser une population musulmane en France. Mais à ces musulmans, il ne s'agit pas de les mettre sous pression. Spontanément, je les imagine indignés. Ils ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas avoir peur de ces islamismes radicaux. À eux aussi de descendre dans la rue et de protester contre ceux qu'on fait de leur religion aujourd'hui. Et je crois que les pouvoirs publics doivent les inciter à le faire, à se libérer de cette peur, de cette chape de plomb qu'un certain nombre de fanatiques essaient de leur imposer. Alain Juppé, ce matin, qui est interviewé sur une radio, disait exactement ça. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui à la communauté musulmane de prendre la parole, de descendre dans la rue et de défendre l'islam aujourd'hui, évidemment, parce que la peur du lendemain, comme il peut y avoir, et comme vous vous rappelez peut-être du 11 septembre aux États-Unis, le lendemain il y a eu une peur sur l'islam aux États-Unis. On risque d'avoir, parce que beaucoup de politiques nous ont dit que ça ressemblait à 11 septembre, on risque d'avoir cet amalgame qui risque d'avoir lieu dans les prochains jours, et c'est déjà le cas. Vous avez vu le nombre de communautés musulmanes qui a été ciblées cette nuit aussi par des tags et par des actes très dangereux. Je pense que les musulmans de France doivent s'emparer de cette affaire-là, parce qu'on ne peut pas nier. C'est vrai que cet islam radical prend comme matrice l'islam.
Et donc, il faut qu'il démonte cette mécanique infernale. Il faut qu'il démonte cette mécanique infernale devant la totalité de la nation. Et c'était aux politiques français, évidemment, de prendre la parole, aux communautés également, et la main dans la main, c'est ce qu'on attend, évidemment, dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Alors, cette union nationale, elle a été symbolisée ce matin par une image, celle de Nicolas Sarkozy et François Hollande ensemble sur le perron de l'Élysée. Nicolas Sarkozy qui a été reçu à 9h30 par le chef de l'État en tant que président de l'UMP, puisque François Hollande recevra tous les chefs de parti aujourd'hui et demain. Et Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé dans la cour de l'Élysée à la sortie de son entretien avec François Hollande. On l'écoute. À la suite de la tragédie que vient de connaître la France, le président François Hollande m'a demandé de venir pour parler avec lui de la situation. J'ai accepté bien sûr cette invitation pour bien montrer le climat d'unité nationale qui est le devoir de chacun face à l'attaque menée par des fanatiques déterminés. Voilà pour la déclaration de Nicolas Sarkozy à sa sortie de son entretien avec François Hollande. Vous le voyez sur ces images, les hommages nationaux qui se préparent un peu partout en France. À midi, une minute de silence sera observée. Vous voyez notamment ces images de Notre-Dame de Paris, de la salle des conférences du Sénat et des images également de Matignon où Manuel Valls est actuellement en réunion avec tous ses ministres, puisque Manuel Valls réunit 2 fois par mois tout son gouvernement, réunion qui a lieu depuis ce matin 10h. Alors, on l'a vu, Michael, Nicolas Sarkozy reçu ce matin à l'Élysée. Manuel Valls a appelé hier Nicolas Sarkozy à participer à la grande manifestation qui aura lieu dimanche. Alors, Nicolas Sarkozy a dit oui, mais alors pas un oui très ferme. Il participera à la manifestation si les conditions sont réunies. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne pense pas qu'il faut voir de polémique politicienne maintenant. Ce n'est pas le but, en tout cas, voulu par l'ancien président de la République, nouveau président de l'UMP. D'après ce qu'on a entendu hier dans son allocution, assez solennelle également. Non, ce qu'il veut rappeler, Nicolas Sarkozy, c'est qu'effectivement, il faut que la police, il faut que le gouvernement mette tout en œuvre aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'il a voulu dire. Il participera, il y a peu de doute aujourd'hui à cette grande manifestation. C'est plutôt même de l'intérêt aujourd'hui de l'UMP de tendre la main à cette unité nationale, de ne pas fendre cette unité. Il en va aussi également de l'intérêt du parti de l'UMP, car c'est aussi, quand on parle de politique, l'UMP aujourd'hui doit un petit peu remettre un petit peu de peinture sur ce parti qui a été quand même pas mal entaché ces derniers temps. Donc il en va aussi de la crédibilité de ce parti de l'UMP. Mais je ne pense pas qu'il faut voir aujourd'hui encore de polémique. Il faut aussi de dire qu'il n'y ait pas de tentative de récupération par le gouvernement. Voilà, c'est vrai que le mot unité nationale, normalement, doit effacer tout ce qui a un caractère partisan. Donc c'est vrai qu'on a envie de voir un peuple français réuni, rassemblé, des hommes politiques qui abandonnent au fond leur bannière pour défendre la liberté, qui n'est pas simplement la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression et d'opinion, c'est la liberté de tous, et la liberté première pour tous. Et Denis, ça n'empêche pas les questions, parce que c'est vrai qu'il y a déjà des parlementaires de l'UMP et d'autres qui ont commencé à poser des questions. Je pense à Éric Ciotti, qui est le président d'une commission à l'Assemblée nationale sur les djihadistes, qui a posé des questions sur les questions de déchéance de nationalité, etc. Aujourd'hui, les questions vont commencer à surgir peut-être dans les jours qui viennent. Là, on est encore dans le deuil, dans l'hommage national, mais ça n'empêchera pas les questions, évidemment, très importantes qui vont se poser. Alors, ce matin avait lieu aux Invalides l'hommage à Robert Chambeiron. Robert Chambeiron, grand résistant, dernier survivant du Conseil national de la résistance. François Hollande était présent à cet hommage. Il a prononcé l'éloge funèbre de Robert Chambeiron et il a commencé son éloge funèbre en faisant référence à ce que vit la France ces dernières heures. On écoute le président de la République. La France a été frappée en son cœur même, dans sa ville capitale, dans un lieu où soufflait l'esprit de liberté et donc de résistance. Depuis hier,
des rassemblements spontanés partout en France se sont constitués, démontrant une nouvelle fois que notre pays, notre grande France, sait se réunir pour défendre son idéal, l'idéal de la République, l'idéal de la paix, face à ceux qui prétendent l'atteindre en tuant des journalistes et des policiers. Voilà pour ce discours de François Hollande ce matin aux Invalides. Alors on le disait, hein, Denis Michael, il y a depuis 24 heures une unité nationale, un consensus évidemment en France. Je vous propose de regarder ce sujet de Pauline Dame. Une poignée de main, brève mais cordiale. Un tête-à-tête inédit pour une journée placée sous le signe de l'union nationale. Après 45 minutes d'entretien, l'ex-chef d'État s'exprime sur le perron de l'Élysée, le visage grave. Le président François Hollande m'a demandé de venir pour parler avec lui de la situation. J'ai accepté bien sûr cette invitation pour bien montrer le climat d'unité nationale qui est le devoir de chacun face à l'attaque menée par des fanatiques déterminés contre la civilisation, contre la République. Nicolas Sarkozy, qui n'a pas exclu sa participation à la grande marche républicaine. À 16h, ce sera au tour des présidents des deux assemblées d'être reçus par François Hollande. Le président réunira également demain les principaux dirigeants des partis politiques ne disposant pas d'un groupe au Parlement, dont Marine Le Pen. Déjà, Manuel Valls souhaite une union la plus large possible. Il ne peut pas y avoir d'exclusion de l'unité nationale, y est associé. Mais la réponse que nous devons... Le Front National y est associé. La réponse... Jean-Michel Apathy, moi, dans ce moment-là, je ne fais pas de la politique, au sens classique du terme. Parce que je suis chef du gouvernement, ce qui m'importe, c'est que nous appréhendions ces individus, et c'est là l'unité nationale, parce que c'est la seule réponse possible. Prévu initialement samedi, le grand rassemblement d'hommage aux victimes se déroulera finalement dimanche pour garantir les meilleures conditions de mobilisation et de sécurité, a déclaré Matignon. Bientôt 11h58, édition spéciale sur les chaînes parlementaires. Dans 2 minutes aura lieu une minute de silence dans toute la France aux victimes de l'attentat qui a touché hier Charlie Hebdo. Vous l'avez vu sur ces images, la salle des conférences du Sénat. Et vous le voyez, là, voilà, la salle des conférences du Sénat remplie. Vous le voyez, les hommages qui se préparent également à la cathédrale Notre-Dame de Paris, les hommages qui se préparent également à Matignon où Manuel Valls s'est réuni avec l'ensemble de son gouvernement et puis le Parlement qui s'associera bien évidemment à cet hommage. Image ici en direct de l'Assemblée nationale où Claude Bartolone est réuni avec un très grand nombre de députés et puis bien sûr la salle des conférences du Sénat où le président du Sénat Gérard Larcher mais également l'ancien président du Sénat, nous l'avons vu tout à l'heure sur les images, Jean-Pierre Bel est présent. Alors, Mickaël, à midi, c'est vraiment la France qui s'arrêtera et qui se recueillera. La France s'arrête, la France se recueille. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, là, j'ai un œil sur les réseaux sociaux, c'est que pareil que devant Charlie Hebdo, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont réunies, qui vont se réunir là d'ici une petite minute et qui seront le silence. Le silence parce que finalement, il n'y a que ça, il y a la colère, mais le silence aussi pour avoir cette signification. C'est très important d'avoir cette minute de silence, de recueillement, ce qui n'empêche pas, évidemment, on a beaucoup entendu dans la bouche des partis politiques et des hommes politiques qu'on a interrogés ces derniers temps, savoir ce sentiment de grande colère intérieure. Une fois que la colère sera passée, il sera l'heure des questions. Pour l'instant, on est dans l'heure du recueillement. Oui. La question qui est posée, c'est la question de l'après. On le voit en direct sur ces images. La minute de silence a commencé en direct de la préfecture de police de Paris.
Voilà pour cette minute de silence, ces images très fortes, très poignantes. La France qui s'est recueillie, on l'a vu aussi bien à Notre-Dame de Paris, on a vu Manuel Valls sur le parvis de Matignon, François Hollande qui est élu à la préfecture de police de Paris, et puis les parlementaires réunis autour de Claude Bartolone à l'Assemblée nationale. Et on va tout de suite salle des conférences où le président du Sénat, Gérard Larcher, s'exprime. Dans un immeuble visé par la barbarie, nous nous inclinons à la mémoire de la policière municipale assassinée ce matin à Montrouge. Je sais que chacune et chacun d'entre nous avons une pensée pour leur famille et leurs proches. Je pense plus particulièrement à Cabu, avec qui j'aurais dû être aujourd'hui à cette même heure au Petit Luxembourg. Nous avions rendez-vous. Il venait m'interroger pour un documentaire auquel il tenait. Et le titre du documentaire, peut-on rire de tout? On le devrait. Mais la seule chose dont on ne peut pas rire vraiment, c'est la liberté assassinée. Je vous propose de marquer à présent, en républicains que nous sommes, une minute de silence et de recueillement. Merci beaucoup. Voilà pour cette minute de silence qui a été respectée dans la salle des conférences du Sénat, alors que nous serons dans quelques minutes avec Delphine Girard et Gérard Larcher à son micro. Alors une image aussi très forte, Mickaël, au Sénat. On avait François Hollande, Nicolas Sarkozy ce matin. On a Gérard Larcher et Jean-Pierre Bel côte à côte pour symboliser là aussi l'union nationale. Oui, l'union nationale, l'union sacrée, c'est ce qu'on répète depuis hier. C'est très important de montrer cette union nationale. D'ailleurs, les Français ne comprendraient pas qu'il ne puisse être autrement que cette union nationale. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'image de François Hollande, le visage de François Hollande. Je pense qu'il y aura un avant et un après pour François Hollande. Si on se rappelle bien de François Hollande, en pleine campagne présidentielle, il a affaire à l'affaire Mera. À l'époque, Nicolas Sarkozy, président de la République, François Hollande arrive sur place à Toulouse, et là on sent que sa campagne est différente aussi. Et la campagne s'arrête, et on sent aussi qu'il se passe quelque chose. Et pour François Hollande, aujourd'hui, eh bien, j'ai l'impression que son quinquennat va aussi changer, son visage va changer, sa réaction face aux Français va aussi changer. Il est attendu aussi, François Hollande, sur cela, parce que cette unité nationale, il en est le garant aujourd'hui. Et il va devoir défendre cette unité nationale. C'est peut-être un nouveau président de la République qu'on va avoir dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et c'est très important aussi pour la France dans cette période compliquée. Denis Jean-Bart, ce 7 janvier marquera un tournant dans le quinquennat de François Hollande? Oui, de toute façon, parce que c'est un tournant pour nous tous, et donc ça ne peut l'être aussi que pour François Hollande, pardon. Non, parce que je réfléchissais à tous aux épreuves qu'on subit. C'est l'anniversaire du décès de François Mitterrand aujourd'hui. Et puis j'essayais de réfléchir aux épreuves qu'ont vécues les différents présidents de la République. Je crois que de toute façon, tout président de la République est changé par ce type d'épreuves. Vous savez, dans la conversation qu'il y a eu entre Nicolas Sarkozy et François Hollande au moment de la passation de pouvoir, le seul sujet qui a été abordé, le seul, ça a été cette question du terrorisme. On est en direct depuis l'Assemblée nationale avec Elisa Bertholomé. Bonjour Elisa, vous êtes aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Oui, effectivement, alors Claude Bartolone, on l'a vu, l'image était forte. Tous les personnels de l'Assemblée, les parlementaires, pour cette minute de silence dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Oui, dès hier, les différents présidents des groupes politiques de l'Assemblée ont voulu
manifesté en signant un même communiqué cette volonté d'union nationale devant les événements qui se sont déroulés. Et ici, cette manifestation, c'était aussi une preuve que nous avons beau avoir tous le cœur gros, nous voulons avoir la tête haute pour montrer à toutes celles et ceux qui veulent s'attaquer à la liberté, veulent s'attaquer au symbole que représente la France, que nous ne céderons en rien, quelle que soit la peine qui est la nôtre devant les morts, devant la souffrance de leurs familles et de leurs proches. Nous ne céderons en rien par rapport à ce que représentent les valeurs de la République et l'image de la patrie des droits de l'homme. Alors il y a ce message d'unité nationale qui est repris partout. Il a même été symbolisé par la venue de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, à l'invitation de François Hollande. Est-ce que c'est un message qui peut perdurer dans les jours, les semaines qui viennent? Mais c'est cela maintenant l'enjeu. Nous savons bien, et vous, journalistes, êtes bien placés pour le savoir, qu'un clou chasse l'autre. Il ne faudrait pas qu'au lendemain de cette émotion, l'on faiblisse sur notre volonté à la fois de donner les moyens à la justice pour qu'elle puisse travailler après le travail des policiers, qu'il puisse y avoir des sanctions, mais que nous puissions montrer que quelle que soit l'horreur de l'acte qui a été commis, nous voulons, nous, être la patrie des droits de l'homme et montrer aux autres pays qui recherchent les chemins de la démocratie que nous pouvons faire nation commune, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos religions, quel que soit notre pays d'origine. Et c'est cela aussi le message universel de la France. Les travaux vont reprendre à l'Assemblée nationale mardi prochain, avec notamment un débat et un vote sur la présence de la France en Irak. Dans le contexte, est-ce que ce débat peut être maintenu et comment vont s'organiser les travaux à l'Assemblée dans les prochaines semaines? Bien, écoutez, pour le moment, les travaux sont maintenus. Nous verrons en fonction des dates qui seront retenues pour les funérailles, s'il doit y avoir une modification de notre agenda. Mais finalement, cette réunion qui est prévue mardi à l'Assemblée pour apporter le soutien de la représentation nationale à nos forces armées qui luttent là aussi contre les extrémistes, ce sera certainement un moyen de montrer que sur le sol de notre pays comme à l'extérieur, nous sommes aux côtés de ceux qui combattent contre l'obscurantisme et pour la liberté. Merci, Claude Barthelone, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Elisa. Et on va tout de suite salle des conférences au Sénat où Delphine Girard est en compagnie du président du Sénat, Gérard Larcher. Oui, Oriane, effectivement, je suis avec Gérard Larcher. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir beaucoup d'émotions ici dans cette salle des conférences. Le Sénat, institution de la République, se devait de s'associer à cette journée de deuil national. C'était une évidence, parce que le Sénat est une institution de la République et c'est la République qui est atteinte dans ses valeurs. La question de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, c'est au cœur des valeurs du Sénat et tout au long de l'histoire du Sénat. Et il était symbolique que le président Belge soit ce matin à mes côtés, que le président Poncelet, par la pensée, le soit aussi, parce que c'était le Sénat tout entier qui se sent atteint, et qui se sent atteint profondément. Et pour nous aussi, l'esprit de Charlie Hebdo doit vivre, même si ça nous dérange à certains moments, parce que pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, cette émotion, vous l'avez vu, la salle des conférences était comble. Et au-delà de cette émotion, ça doit nous conduire à la réflexion autour des valeurs de la République. Les circonstances qui sont des circonstances de barbarie ne doivent pas nous faire oublier les valeurs de la République. Et on a besoin d'un pays rassemblé, ferme en même temps, uni et autour de nos valeurs. C'est vraiment le message que j'ai souhaité faire passer. Et puis, comment parler, Gérard Larcher, de bien plus qu'une forme d'attentat, une forme de guerre dans les rues de Paris? C'est la réalité. Regardez ce matin, dans les rues de Paris, on ne sait pas encore les causes, mais la policière de Montrouge vient de donner sa vie. Et donc, il faut que notre pays ait conscience que ce n'est pas simplement par caméra interposée ou par nos soldats à qui j'ai souhaité rendre hommage ce matin interposés, et que ça interpelle chacune des consciences des républicains que nous sommes. Et en même temps, il faut répondre en républicains. C'est possible, cette unité nationale, Gérard Larcher? Je pense, en tous les cas, les valeurs de la République, ça doit nous rassembler. Après, on peut avoir parfois des appréciations différentes, mais je crois à un pays rassemblé, ferme, et qui en même temps affronte les décisions qu'il doit prendre, mais dans les valeurs de la République. Et l'UMP sera présente au grand rassemblement de dimanche? Bien sûr. Bien sûr. Sénat aussi. Et cet après-midi, avec les présidents de groupe, je serai à l'Élysée. Alors justement, qu'attendez-vous de ce rendez-vous avec François Hollande cet après-midi? Nous allons voir un petit peu le point. J'ai eu le président de la République hier au téléphone, nous avons fait le point, et c'est l'occasion aussi de témoigner
pour toutes les Françaises et tous les Français, parce que ça n'est pas qu'une affaire d'institution. C'est chacun des Français qui doit se sentir concerné, et je sais qu'ils se sentent concernés quand on voit l'importance des rencontres spontanées. Et puis simplement, quelque chose qui me touche particulièrement, à cette heure précise, à midi, j'avais rendez-vous avec Cabu, dans mon bureau Petit Luxembourg. Et il venait tourner un documentaire qu'on a tourné ce matin, avec un titre « Peut-on rire de tout ?» J'aurais bien voulu pouvoir répondre oui, mais la liberté assassinée, on peut peut-être pas en rire. Et quelque part, c'est aussi le message, c'est vraiment la liberté qui est en cause, et les valeurs de la République que nous devons défendre. Et cette liberté, nous devons la défendre avec les valeurs de la République. Et que peut faire le Parlement justement face à cette menace terroriste imprévisible, invisible qui frappe partout? Nous avons déjà légiféré il y a peu, et cette loi a été adoptée par une large majorité. Il faut aussi que nous réfléchissions à qu'est-ce que la liberté de la presse aujourd'hui. La liberté de la presse, c'est aussi comment on fait vivre la presse. C'est aussi parce que la liberté peut mourir faute de moyens financiers. Et nous voyons bien que la question de Charlie Hebdo est aussi cette question-là. Le Sénat pourrait aider Charlie Hebdo à continuer. Ce n'est pas le sujet. La question qui est à poser, c'est comment on fait vivre la presse, la liberté de la presse. Et la liberté d'expression au travers de ça, dans un moment difficile. Et aujourd'hui, nous sommes tous des Charlie, c'est vrai, parce que quelque part, c'est chacun d'entre nous qui est atteint dans les valeurs fondamentales qui nous rassemblent. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été en direct avec nous. Voilà Oriane pour cette première déclaration du président du Sénat. Merci Delphine, on vous retrouve dans les minutes à venir avec d'autres sénateurs et nous ont rejoint sur ce plateau Bruno Dive, bonjour. Vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest, et Dominique Sopo, bonjour, président de SOS Racisme. Alors on l'a vu sur ces images, bien sûr, tous les politiques, les parlementaires sont réunis, mais Dominique Sopo, on a aussi assisté à une manifestation populaire. Tous les Français sont réunis pour lutter face à ce terrorisme. En tout cas, c'était des manifestations spontanées. Des manifestations d'indignation, d'émotion et aussi d'amour de la liberté qui étaient criées à travers les personnes qui sont sorties hier dans les rues. Donc c'est toujours rassurant de voir qu'il peut y avoir un sursaut. J'avais vu quelqu'un qui disait ils ont essayé de mettre la France à genoux, ils l'ont mise debout. Bien, je pense que c'est extrêmement important parce que les terroristes, il faut bien comprendre que c'est quoi le but de cet acte? C'est évidemment de terroriser, de faire peur, mais c'est aussi d'essayer de faire éclater l'unité nationale en se disant par ce type d'acte, de toute façon, les haines, les violences vont monter en miroir. Et donc je pense qu'il est fondamental, ne serait-ce que pour se protéger des visées de ces gens qui se disent ici tout peut éclater, de montrer que en fait leurs actions ne feront pas éclater l'unité d'une nation. On va revenir sur ce sujet dans quelques instants, mais on retourne voir Delphine Girard, qui est en compagnie de l'ancien président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Oui, Oriane, effectivement, Jean-Pierre Bel, bonjour. Là, vous avez répondu présent à cette invitation du président du Sénat au nom de l'unité nationale, Jean-Pierre Bel. Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est la réponse que l'on doit apporter en montrant que nous sommes rassemblés, parce que ce sont les valeurs de la République qui ont été assassinées hier, et nous sommes porteurs de ces valeurs. Le fait d'être rassemblés, unis, montre que les sauvages qui sont intervenus hier n'ont pas gagné. Alors effectivement, on le disait à l'instant, Bernard Maris était aussi un de vos amis proches. Vous l'aviez nommé à la Banque de France, un ami que vous avez perdu. Oui, Bernard était un de mes très bons amis, toulousain comme moi, d'origine ariégeoise. C'était un garçon extraordinairement gentil, qui nous permettait de nous sentir plus intelligents quand il parlait d'économie. Il était venu me voir quelques jours avant que je parte de la présidence du Sénat pour me demander de le décorer de la Légion d'honneur qu'il avait reçue. On a beaucoup rigolé parce que je lui ai expliqué que je ne pouvais pas, n'étant plus président du Sénat. Nous avions prévu de faire un petit travail ensemble, un petit bouquin, tous les deux. Ce livre ne paraîtra jamais. Voilà, je partageais tout avec lui. Merci pour ce témoignage, Jean-Pierre Bel. On le voit, beaucoup d'émotions ici, Oriane, salle des conférences, avec donc cette intervention de Jean-Pierre Bel. On l'a entendu, ami de Bernard Maris, économiste, qui a été sauvagement assassiné hier.
Merci beaucoup Delphine pour ce témoignage très fort de l'ancien président du Sénat Jean-Pierre Bel. Dominique Sopo, on parlait à l'instant de ce qui va se passer maintenant dans les jours à venir. Vous le disiez, comment peut-on faire pour éviter maintenant les amalgames et pour éviter peut-être une stigmatisation d'une certaine partie de la population? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est précisément l'objectif des terroristes. Je disais, ce dont nous l'avions dit d'ailleurs au moment de l'assassinat d'Hervé Gourdel, de quoi rêvent ces gens? Encore une fois, évidemment, de susciter la peur, mais également de faire en sorte que les haines puissent monter en disant finalement, regardez, il n'est pas possible, regardez, c'est ça les musulmans en fait, donc haïssez-les. Et évidemment, d'être dans des logiques d'action, réaction, en miroir. Donc déjà, il faut se dire que c'est bien de ne pas mettre en œuvre le programme même de ceux qui ont perpétré ces actes. Éviter les amalgames, c'est aussi évidemment avoir des paroles de fermeté, de clarté de la part de toutes les composantes de la communauté nationale, ce qui n'est pas toujours évident parce que, et parfois on dit souvent, il faut que les musulmans s'expriment clairement. Mais ça veut dire quoi les musulmans qui s'expriment clairement? C'est aussi quand même un problème parce que qui représente les musulmans dans ce pays? Dali Boubaker s'exprime, etc. Mais quand il s'exprime, on dit oui, mais on sait qu'il ne représente pas vraiment les musulmans. Donc c'est un peu une injonction. Il manque un leader dans la communauté musulmane? Non, c'est pas forcément qu'il manque un leader, parce que je ne pense pas qu'il faille rechercher des rockstars dans tel ou tel type de communauté. Une voix qui porte? D'abord, c'est est-ce que ceux que l'on désigne comme musulmans se vivent comme tels? Parce que, dans ce que je fais remarquer, dans ce pays, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus que des musulmans. Mais peut-être que tous les gens ne se définissent pas comme ça et ne sont pas amenés à pouvoir réagir en tant que cela. Et ça, en général, ça n'est plus entendu aujourd'hui. Donc il y a quand même toute une série de difficultés. Et puis je pense aussi une énorme solitude. Je voyais hier sur Facebook un message passé qui m'a touché. Quelqu'un qui disait « je suis arabe, etc. Je suis allé place de la République » parce que finalement, les valeurs que mon père m'a apprises, ça n'est pas ça, les valeurs religieuses. Je suis arrivé, je n'ai pas pu rester, je suis parti et j'ai pleuré seul chez moi. Évidemment, tout ça ne se manifeste pas, en l'occurrence. Et donc, il y a aussi parfois une recherche d'expression publique qu'on ne trouve pas, ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas au clair, ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas indignés, mais on voit bien quand même qu'on est dans un contexte très particulier où finalement toute prise de position est une prise de position qui suscite de la critique, qui suscite de la haine. On a vu ces derniers temps, pour élargir un peu le débat, quand même une ambiance dans le pays qui était une ambiance totalement délétère. Enfin, c'est quand même stupéfiant ce qui s'est passé ces derniers temps dans ce pays, où les haines ont monté, on l'a vu pendant le conflit israélo-palestinien, on le voit à chaque occasion, où c'est les paroles de haine qui se déversent, et où finalement, il n'y a plus d'espace du vivre ensemble, il n'y a plus un imaginaire de fraternité qui permet de transcender des divisions qui peuvent être normales dans une société. Donc je pense qu'on est quand même dans un contexte sur lequel il faut beaucoup réfléchir pour savoir comment, à nouveau, on fabrique du commun et on fabrique du social. Est-ce que, Michael, en entendant ce discours de Dominique Sopo, même si on est encore évidemment dans l'Union nationale, est-ce qu'on peut pointer une responsabilité des politiques, droite et gauche confondues? Est-ce qu'il y a eu un échec du discours politique dans les dernières années? En tout cas, dans les derniers mois, c'est sûr. Quand vous avez une course à l'échalote entre les différents partis politiques, quand on parle d'immigration, quand on parle de différents thèmes de sécurité, etc., et que finalement une course-poursuite de la droite, que ce soit de la gauche vers la droite, forcément, là, il y a aujourd'hui les politiques qui sont pointés du bout du doigt. Ça me paraît évident aujourd'hui. Mais peut-être que ça va pouvoir permettre de changer ce débat. Peut-être qu'à force de crier à l'Union nationale aujourd'hui, alors qu'on le sentait quand même que le débat autour de l'islam cristallise toutes les positions depuis certains mois, et ne serait-ce qu'à voir l'esclandre qui a été faite autour du livre et des polémiques autour du livre de Michel Houellebecq qui est sorti hier. Toutes ces problématiques, toutes ces différences et toutes ces questions autour de la question de l'islam
ont cristallisé toutes les polémiques ces derniers mois. Peut-être qu'aujourd'hui, cette demande d'unité nationale qui est faite auprès des politiques, mais aussi auprès des Français, va pouvoir permettre de rassembler tout cela. Et aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, Denis, c'est de libérer la parole de la part de l'islam modéré, pour qu'enfin on ait cette liberté de parole et aujourd'hui de sortir un petit peu du bois et de ne pas laisser cette frange aux partis les plus radicaux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire attention au discours qu'on tient. Ce sont des islamistes radicaux qui ont agi aujourd'hui. C'est pas la société française qui les a produits. Hein. Ils ont un terreau qui s'appelle l'islam, et donc on est interrogé par ça. Ils s'appuient là-dessus et ils jouent là-dessus. C'est pas la société française, c'est l'islam radical. Et c'est de ça dont il faut discuter et débattre, et qu'il faut combattre. La deuxième chose, c'est que je suis frappé depuis quelques années, notre société républicaine, laïque, elle est déstabilisée par l'affirmation de communauté. Vous dites le mot commun, je suis content d'entendre le mot commun. Nous sommes une communauté française. Et je suis frappé de l'inversion des vocabulaires. C'est-à-dire, on n'est plus français-juif, on est juif-français. On n'est plus français-musulman, on est musulman-français. Or, c'est tout ça qu'il faut rebâtir aujourd'hui pour répondre à ce qui se passe, pour éviter que cet intérêt général que nous partageons, ces valeurs que nous partageons, n'explosent en vol. C'est ce que recherchent ces islamistes radicaux, ces fondamentalistes. Ils ont vu qu'il y avait une brèche dans notre société, ils essaient de l'exploiter. Mais n'inversons pas les problèmes. Ce n'est pas cette situation-là qui crée l'islamisme radical, c'est l'islamisme radical qui essaie de l'exploiter. Bruno Dive. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Denis Jeanbart, et un peu gêné même par la question que vous avez posée à Dominique Sopo, qui a plutôt bien répondu. C'est tout de suite la première réaction qu'on a, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation de la communauté musulmane? On ne peut pas le nier, ce risque, Bruno Dive. Oui, on ne peut pas le nier, mais en posant cette question, on stigmatise finalement l'ensemble des Français. Et moi, je voudrais qu'on arrête d'entendre ces discours où on accuse toujours entre les lignes les Français d'être racistes. Il y a évidemment des gens qui sont racistes, plus ou moins, d'ailleurs ça ne se mesure pas tellement. Mais si la France n'était pas raciste... Est-ce que c'est pas un peu faire d'angélisme de nier cette stigmatisation qui peut exister? Elle peut exister, pour l'instant elle n'existe pas encore. Alors évitons d'inventer des problèmes avant qu'ils se produisent. Les premières victimes, pour l'instant, ce sont des caricaturistes, et des policiers et d'autres qui ont été victimes de leur courage, qui n'ont pas toujours été d'ailleurs soutenus par l'ensemble de la profession à ce moment-là, au moment de la publication des dessins. Et c'est d'abord à eux qu'on doit penser. Je crois que tout de suite détourner le débat sur Michel Houellebecq, Éric Zemmour ou d'autres, c'est pas eux qui sont responsables de ce qui s'est produit hier. C'est pas eux. Et par contre, ils expriment. Moi, j'ai pas lu le bouquin de Houellebecq, j'ai lu celui de Zemmour, je suis pas d'accord avec tout, mais ils expriment quand même un malaise dans la société française. Et je pense que le travail qui doit être fait, eh ben, il est plutôt au sein de l'islam, en effet. Dominique Sopo a rappelé qu'il n'y avait pas d'autorité pour l'islam en France comme ailleurs. D'ailleurs, c'est un des grands problèmes un des nombreux problèmes d'ailleurs de cette religion. Mais il y a quand même un travail d'introspection que devraient mener les autorités religieuses, les autorités de cette religion, que souvent ils n'osent pas mener parce qu'eux-mêmes ont peur. Et ça, c'est vrai que ce sont les premières victimes, ce sont les premiers menacés. J'en ai vu hier sur des autres chaînes de télévision continue. Ils avaient visiblement peur de s'exprimer. Et donc ça, c'est un travail qu'ils doivent faire. Et puis, il y a un travail que doit faire la police. On a quand même la présence en France d'un islam radical, des endroits où la police n'ose plus aller. Des endroits, ça se passe pas au Mali, ça se passe pas ailleurs, au Tchad ou en Libye. Ça se passe en France, dans certaines banlieues. Il y a encore des imams qui prêchent impunément la haine. Et c'est là-dessus que prospèrent. C'est le terreau sur lequel prospèrent les tueurs qui ont frappé hier. Et c'est à ça. C'est d'abord à ça qu'il faut s'attaquer avant d'aller dresser une sorte de procès d'intention envers la communauté, enfin j'aime pas ce terme de communauté, envers le peuple français, parce que le peuple français n'est pas raciste, sinon toute une génération je sais pas comment il faut les appeler, de maghrébins, de musulmans, ne se seraient pas aussi bien intégrés qu'ils l'ont fait, et c'est heureux.
On va retourner une dernière fois à la salle des conférences où Delphine Girard est en compagnie du sénateur centriste de l'Eure, Hervé Maurey. Oui, Oriane, effectivement, Hervé Maurey, sénateur UDI UC de l'Eure, qui a tenu à être présent puisque la commune dont il est maire, Bernay, a été endeuillée par la tuerie d'hier. Expliquez-nous pourquoi, Hervé Maurey. Effectivement, le policier qui était dans les locaux de Charlie Hebdo est un habitant de Bernay, un policier de haut niveau qui, après avoir eu des postes très exposés, notamment en Afghanistan, avait souhaité être en France parce qu'il était jeune marié, il venait d'avoir un enfant et donc il souhaitait avoir un poste plus conforme avec sa vie familiale. Et donc c'est comme ça qu'il était revenu en France et qu'il avait cette affectation depuis assez peu de temps. Beaucoup d'émotions, on imagine donc à Bernay. La commune est endeuillée. Son épouse était rédactrice en chef de la presse locale sur place. Oui, tout à fait. C'est évidemment une émotion qui est encore plus forte peut-être que dans d'autres villes, puisqu'on a un habitant de la commune, un membre de la communauté bernayenne qui a disparu. Et ce soir, nous organisons d'ailleurs un rassemblement de la population devant la mairie à 18h, auquel participera le préfet et les parlementaires du département, parce que nous sommes particulièrement émus et meurtris par ce drame qui touche l'ensemble des Français. Mais c'est vrai que quand on a concrètement une connaissance parmi les victimes, c'est encore plus concret, encore plus violent et encore plus cruel. Merci beaucoup Hervé Maurey pour ce témoignage. Voilà Oriane. Merci beaucoup Delphine. Denis, là bien sûr nous sommes encore dans le temps du deuil national. Que peut faire François Hollande dans les jours à venir ? Une tâche extrêmement délicate, parce que au-delà de la personne de François Hollande, la question qui nous est posée, c'est comment des démocraties relèvent ce défi du terrorisme qui devient une guerre d'ailleurs. C'est un acte de guerre qui s'est produit hier. Et là, on voit bien que nous ne pouvons pas sacrifier nos valeurs. Commencer à sacrifier nos valeurs démocratiques par une restriction des libertés, eh bien, ça serait commencer à leur donner raison. Donc, c'est un exercice très compliqué. Je dois dire que je n'ai pas la réponse, mais je vois bien la difficulté. Nous ne pouvons pas nous installer dans un état policier. Alors, la réaction première, souvent, c'est d'accuser la police, ils n'ont pas fait leur travail, etc. Moi, je pense qu'ils essaient de faire leur travail le mieux possible, que c'est extrêmement compliqué. Je le redis, Manuel Valls a eu raison de rappeler, il ne faut cesser de rappeler à ce pays, il n'y a pas de risque zéro. Ce principe de précaution qui a pris dans la tête des gens qu'on peut être à l'abri de tout n'existe pas, nulle part. Et donc, ne demandons pas tout à des gens qui ne peuvent pas tout faire. Et après, trouvons ce point d'équilibre entre nos valeurs et la nécessité de nous protéger. Alors, on va faire, avant de se quitter, un dernier point sur les avancées de l'enquête. On le disait, les deux suspects de l'attentat terroriste hier à Charlie Hebdo sont toujours en fuite. Un point sur l'enquête, regardez. Hier soir, 23h, opération d'envergure à Reims. La police et le RAID fouillent et perquisitionnent l'ancien appartement des deux principaux suspects, sous le regard de dizaines de caméras de badauds. Dans le même temps, d'autres perquisitions ont été menées à Strasbourg et dans plusieurs villes de la région parisienne, comme à Pantin et Gennevilliers. En tout, 7 personnes ont été placées en garde à vue. Une course-poursuite s'était engagée dans la journée dans le 19e arrondissement de Paris. La police avait perdu la trace des hommes dans la zone de Pantin. Mais selon les toutes dernières informations, les deux suspects auraient été localisés ce matin dans l'Aisne, à proximité de Villers-Cotterêts. Les deux hommes circuleraient dans une Clio blanche, aux plaques minéralogiques masquées, et porteraient des cagoules. Des armes longues étaient visibles à l'arrière du véhicule. Ils circulaient en direction de Paris. C'est une traque d'envergure sans précédent à travers le pays après l'attentat de Charlie Hebdo hier qui a fait 12 morts. L'attentat le plus meurtrier depuis 50 ans. Une course contre la montre. Les deux principaux suspects, les voilà, deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, âgés de 32 et 34 ans. Ils ont été identifiés grâce à une carte d'identité laissée dans une des voitures ayant servi à la fuite. Chérif Kouachi avait été condamné en 2008. Il avait participé à la filière dite des buts de Chaumont, une filière d'envoi de combattants en Irak. La police avait lancé un avis de recherche contre un troisième suspect. Le jeune homme de 18 ans s'est rendu de lui-même au commissariat de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Pour l'instant, aucune charge n'est retenue contre lui. Difficile à dire pour l'instant combien sont les terroristes, 2 ou 3. Ce matin, le Premier ministre est resté prudent. Des hommes sont recherchés, 2 sans doute. Il y a eu plusieurs interpellations. 2, peut-être pas 3 ?
plusieurs interpellations. Le ministre de l'Intérieur avait parlé de 3 hier. Il y a eu plusieurs interpellations cette nuit. Il y a des gardes à vue. Dans cette chasse à l'homme, tous les services de police et de gendarmerie sont réquisitionnés. Matignon et la police judiciaire ont installé des cellules de crise. Un appel à témoins a été lancé et un numéro vert a été mis en place. Voilà pour ce point sur la traque, alors que depuis, l'enquête a encore un petit peu avancé, hein, Michael. D'après les réseaux sociaux et d'après plusieurs médias, dont l'AFP, les 2 suspects de la tuerie de Charlie Hebdo auraient été aperçus dans l'Aisne au volant d'une voiture, d'une Clio très précisément, armés jusqu'aux dents visiblement. Ils auraient braqué une station essence sur la RN19, la route nationale 19, en direction de Paris. C'est une station-service près de Villers-Cotterêts. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Ça veut dire aussi qu'ils ne se rendront certainement pas à la police, que visiblement armés jusque-là et fondamentalistes, évidemment, il est très rare qu'ils se rendent à la police comme ça et ça peut très très mal se terminer. Villers-Cotterêts, pour l'anecdote, qui est la ville d'Alexandre Dumas, et le fils donc un symbole d'intégration parfaitement réussi, puisque c'était le fils d'un esclave. Est-ce qu'on peut craindre, Denis, que comme dans l'affaire Mera, ces 2 suspects commettent d'autres actes dans les heures à venir? Écoutez, il faut espérer que la police arrivera à les intercepter et les empêcher de nuire sans les abattre, parce qu'on a besoin de savoir leur parcours, d'en apprendre beaucoup pour essayer de combattre par la suite. C'est le seul espoir qu'on peut avoir et qu'il faut nourrir, parce que je crains en effet que si on ne parvient pas à les intercepter, eh bien ça se termine très mal. On voit bien quand même, c'est des meurtriers sauvages, aveugles, après ce qu'ils ont fait hier, et donc ils sont capables de tout. Dominique Sopo, il y aura un temps fort dans les jours à venir. C'est une manifestation qui aura lieu dimanche, une manifestation d'envergure nationale que vous espérez bien évidemment la plus large possible. Oui, il y aura une manifestation dimanche à 15 h au départ de République, à l'appel des associations, des syndicats, des partis politiques également. Voilà, parce qu'il me semble que face à une agression de cette nature, et c'est rappelé d'ailleurs depuis les assassinats de la rédaction de Charlie Hebdo et des policiers, il faut absolument qu'il y ait une démonstration de masse, d'unité, pour dire que il n'y a pas de faille et que face à ce qui s'est passé, il y a un sursaut national et que en fait, les tensions que l'on a vu quand même beaucoup se développer ces derniers mois, et quand même une ambiance extrêmement délétère dans le pays, eh bien, ces tensions ne se répéteront pas, ne vont pas aller grandissant, mais au contraire, vont se résorber, si je puis dire, par ce sursaut créé après ces assassinats, dans lesquels, puisqu'on parlait des différentes personnes, nous avons aussi perdu des amis, puisque Charlie Hebdo, qui très étrangement a fini par passer pour un hebdomadaire de haine auprès de certains, était quand même un hebdomadaire fondamentalement antiraciste, avec lequel, et pacifiste évidemment, avec lequel nous avions fait maintes opérations, que ce soit contre les tests ADN en 2007, que ce soit sur des campagnes diverses et variées, que ce soit par des dessins qui nous étaient cédés gracieusement pour que l'on puisse faire notre acte, etc. C'était cela Charlie Hebdo, et je pense qu'il est important de le rappeler et que les esprits ne soient pas des esprits qui s'excitent à chaque fois qu'une libre pensée s'exprime. Charlie Hebdo était un journal de la libre pensée, reste un journal de la libre pensée, et c'est quand même un bien extrêmement précieux en démocratie de pouvoir disposer de ces espaces de démocratie, de fraîcheur, d'impertinence. Et simplement rappeler que Charlie Hebdo, dans sa liberté de penser, n'a épargné aucune religion. Non, aucune religion. Il n'y avait pas d'exclusif dans la critique de Charlie Hebdo. Oui, ce sont des grands bouffeurs de curés. Voilà. Charlie Hebdo va sortir la semaine prochaine. Ça, c'est quand même aussi une très très bonne information. Bruno Dive, le symbole de cette manifestation dimanche, le terrorisme n'a pas réussi à diviser la France, au contraire, il l'unit. Bien sûr, là, il faut absolument que tout le monde reste uni. Le symbole est très fort. J'ai cru comprendre que les dirigeants de droite, de l'opposition, allaient y participer aussi. Ne serait-ce que l'image de ce matin de Nicolas Sarkozy, pour l'anecdote, c'est la première fois qu'il revient à l'Élysée, mais c'est une anecdote, mais qui s'exprime
en bas du perron après avoir parlé avec François Hollande. Toutes les images qu'on a vues très émouvantes à midi de la minute de silence sur fond de bourdon de Notre-Dame. Tout ça, ce sont des images très fortes. Mais bon, je crois qu'en effet, il faudra très vite, la vie politique reprendra son cours normal, et c'est d'ailleurs souhaitable, et c'est comme ça que la démocratie vivra, de même que Charlie Hebdo, je l'apprends à l'instant, va reparaître dès mercredi prochain, et il faut s'en réjouir. Mais je pense que c'est tout de même une date, on l'a dit, c'est un peu galvaudé, c'est notre 11 septembre à nous. Alors il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que les Américains, c'est-à-dire aller trop loin dans les atteintes à la liberté, mais c'est tout de même un tournant. Il faut que chacun ait toujours à l'esprit ce climat d'unité nationale. Alors après l'attentat à Charlie Hebdo hier, une autre fusillade a eu lieu ce matin à Montrouge. On retrouve tout de suite Faustine Saint-Geniès. Faustine, quelles sont les avancées dans l'enquête sur cette fusillade ? Alors je vous le disais tout à l'heure, la policière de 25 ans est décédée. L'autre policier est toujours grièvement blessé, dans un état critique. On n'a toujours pas de nouvelles à son sujet, pas plus de nouvelles. Le principal suspect, le tireur, est activement recherché. Beaucoup d'agitation toujours à Montrouge, des témoignages qui ne concordent pas forcément. Certains disent qu'il aurait pris le métro à la station Châtillon-Montrouge. D'autres parlent d'une cache dans un hall d'immeuble. Là encore, des informations à prendre avec des pincettes. Le tireur pourrait être n'importe où à l'heure actuelle. Je vous le rappelle, ce tireur a été repéré au moment d'une altercation banale ce matin à Montrouge, à la hauteur du 91 avenue Pierre-Brossolette, dans une Clio grise. C'était un contrôle de police banal. Eh bien, les deux occupants de la voiture ont fait feu. Ce tireur a fait feu sur les deux policiers. Ils étaient deux occupants. Un seul a fait feu sur les deux policiers. L'une est décédée, l'autre est dans un état toujours grave. Un suspect a été interpellé. Il s'agirait sans doute du deuxième occupant de la voiture. L'autre est en fuite. Le tireur est en fuite, comme je vous le disais. Pour l'instant, il n'est pas encore possible. Il n'y a aucun lien entre cette fusillade et la tuerie qui a eu lieu au siège de Charlie Hebdo hier. Merci beaucoup Faustine pour ces derniers éléments sur la fusillade de Montrouge. Alors qu'on apprend à l'instant, information bien sûr à prendre toujours avec beaucoup de précautions, que les deux suspects de l'attentat de Charlie Hebdo auraient été localisés ce matin dans le nord-est de Paris. Information bien sûr à prendre avec beaucoup de précautions. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir commenté avec nous. On se quitte avec ces images très poignantes, la minute de silence observée partout en France à midi en hommage aux victimes de cet attentat. Minute de silence respectée par Manuel Valls sur le parvis de Matignon, également par François Hollande, Anne Hidalgo et Bernard Cazeneuve qui étaient eux à la préfecture de police de Paris, et puis le Parlement qui s'est bien sûr associé à cet hommage. Gérard Larcher et Jean-Pierre Bel côte à côte dans la salle des conférences du Sénat, et puis à l'Assemblée nationale, sur les marches de l'Assemblée nationale, le président Claude Bartolone, avec autour de lui de nombreux parlementaires de tous bords. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. Rendez-vous à 19h avec Delphine Girard pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.